injections within the 3 months before he died. And these weren't small doses, 300 milligrams a pop. Oh, no, that's absurd. There's categorically no justification. Bedside when he died, it's just mind-boggling. 22 different meds prescribed by at least 4 different doctors from 4 different pharmacies. And a lot of these prescriptions didn't even have the patient's name or the doctor's name on the label. The labels were just blank. Une seule image change tout. En 2025, des murmures se propagent sur Internet, alimentés par des images d'une clarté et d'une vivacité à défier toute croyance. Là, dans la lueur tamisée d'un manoir qui respire sa propre histoire, une silhouette glisse. Indubitablement Michael Jackson. Non pas les souvenirs spectraux gravés dans des bobines de concert granuleuses, mais une présence qui semble épargnée par le temps, fluide, précise, incroyablement vivante. Sa danse, une pirouette spontanée, un geste sans effort, rend le silence obsolète, tandis qu'une nouvelle musique flotte dans l'air, aussi perçante qu'une confession. Des écrans du monde entier s'animent, les gros titres courent après la révélation, et les fans sont contraints d'affronter l'impensable. Michael Jackson était-il réellement parti ? Tandis que ces images électrisent le globe, la question n'est plus seulement une rumeur ou un rêve. Elle se trouve au cœur d'un mystère qui va réécrire tout ce que l'on croyait savoir sur le roi de la pop. Par une nuit où la pluie traçait des fils d'argent le long des volets clos, les grilles d'une propriété isolée demeuraient immobiles, une île de quiétude au sein d'une ville qui ne dort jamais vraiment. Le paysage, soigneusement entretenu, portait la mémoire du spectacle public dans un silence privé. Des palmiers inclinés contre le vent, la lueur des lampes de sécurité peignant de longs rectangles sur une allée de marbre, et une maison qui semblait retenir son souffle derrière sa haute façade sombre. À cet instant, le manoir apparaissait presque cérémonial, un monument à une vie vécue sous 1000 projecteurs, désormais figé dans le calme d'une heure apaisée par la tempête. Le récit qui allait se dérouler ne commença pas par un cri, mais par une série de petites occurrences, presque procédurales. Le bourdonnement d'un couloir de sécurité, le léger clic d'une porte, les pas feutrés du personnel se déplaçant selon des rythmes prévisibles, le tout enregistré par des systèmes conçus pour observer sans s'immiscer. L'extérieur, bien qu'imposant, dégageait une atmosphère de retenue. Les murs de pierre portaient le poids de l'histoire, tandis que les installations modernes suggéraient une continuité plutôt qu'une rupture. À l'intérieur, les pièces s'étiraient comme des galeries, chaque recoin abritant des souvenirs plutôt que de simples meubles. Une antichambre contenait un assortiment discret de costumes conservés, un rappel de performance qui avait changé le tempo de la culture à travers le monde. Des couloirs menaient à un bureau où le doux bourdonnement des appareils électroniques emplissait l'espace d'une présence constante et patiente. Dans cet environnement, la cadence normale de la résidence d'une célébrité, interviews, répétitions et la vie quotidienne d'un foyer, semblait s'être condensée en un seul moment ininterrompu de confinement. Le tournant arriva non pas avec éclat, mais avec les actions prudentes et méthodiques des responsables de la sécurité et du bien-être. Un appel fut passé via le système, un signal routine qui suggérait quelque chose d'au-delà de la routine. Les intervenants se déplacèrent avec un calme exercé, leurs pas mesurés, leurs voix baissées pour maintenir l'ordre pendant qu'ils évaluaient la situation. Dans les pièces au-delà du foyer, une figure émergea, non pas enveloppée de folklore ou de rumeurs, mais présentée aux observateurs comme un individu vivant, quelqu'un qui portait la silhouette indubitable d'une personne longtemps associée à une attention publique monolithique. La scène portait un paradoxe. La mémoire publique d'un interprète déjà devenu légende, et la présence tangible d'une personne qui se tenait à l'intérieur des murs d'une retraite privée et gardée. Les réactions autour de lui étaient prudentes, respectueuses et intensément attentives, comme si l'espace lui-même exigeait une approche prudente et délibérée pour comprendre ce que ce moment signifiait. Ce qui suivit fut une séquence d'observations qui traitait l'extraordinaire comme quelque chose qui pouvait être examiné avec le même soin que celui utilisé pour étudier toute révélation longtemps attendue. L'environnement resta révérencieux, mais pratique. Le personnel et les autorités parlèrent d'un ton mesuré, décrivant l'état des lieux avec un langage précis et sans fioritures. L'homme, dont l'identité publique avait façonné des générations de fans, apparut plus âgé, mais non diminué.
Une archive vivante qui portait avec lui le poids de décennies de musique, de performances et d'influences culturelles. Il y avait le temps de remarquer les détails, la façon dont la lumière accrochait un vêtement pailleteux drapé sur une chaise, l'agencement des récompenses qui tapissaient un couloir, les rythmes silencieux d'une maison conçue pour accueillir des artistes tout en préservant un sentiment de sanctuaire personnel. Ces détails reliaient le personnel au public, l'intime à l'iconique, offrant aux spectateurs une fenêtre sur la façon dont une vie de spectacle peut coexister avec les exigences ordinaires d'une résidence privée. Alors que les témoins évaluaient l'événement, l'air portait une densité qui suggérait plus que de la surprise. Elle suggérait un moment de météorologie culturelle, un point où la frontière entre mythe et mémoire pourrait être renégociée. Le manoir, dans son immobilité affectée, devint une scène non pas pour la fiction, mais pour un contraste éclairant. La différence entre le mythe d'une figure qui a façonné un siècle de musique et la présence tangible de cette figure entre les murs d'une maison conçue pour protéger à la fois l'intimité et l'histoire. Dehors, la pluie continuait, un battement régulier qui résonnait à travers les pièces et soulignait la résonance d'un moment qui serait discuté dans les heures et les années à venir. Les scènes qui suivirent, conversations, examens et la préservation minutieuse de l'espace, n'étaient pas sensationnelles, mais plutôt la chorégraphie d'une révélation évaluée avec la patience des chercheurs et l'empathie due à quiconque réapparaît dans le monde après une longue absence. Ce n'était pas seulement une redécouverte, c'était une réinsertion compliquée dans une conversation culturelle qui avait. Dès l'instant où le monde apprit sa mort, l'histoire sembla finale, un trait tracé dans le bruit des caméras et des confettis. Pourtant, les histoires, surtout celles que nous racontons sur la célébrité, la mémoire et le pouvoir, ne se terminent pas lorsqu'un corps est inhumé. Elles persistent dans les marges, dans l'éclat des gros titres, dans les murmures qui subsistent après la disparition des sirènes. Ceci n'est pas une affirmation sur ce qui s'est passé dans le passé, c'est une exploration de ce qui arrive lorsqu'un dossier refuse de rester figé, lorsqu'une pièce au 100 North Carolwood Drive semble vibrer d'une vérité d'une couleur différente. Dans cette chronique alternative, nous envisageons un monde où le courant sous-jacent de la rumeur se heurte à la gravité des documents et un Michael Jackson vivant traverse les couloirs de son propre manoir comme si les portes elles-mêmes se souvenaient de lui. Le dossier pourrait ne pas raconter toute l'histoire. L'enquête qui a commencé dans la salle du coroner se dirige, comme dans tout grand mystère, vers les archives de témoignages, de reçus et d'échos de la mémoire. Les pièces où les dénouements ont été écrits et les pièces où la mémoire conserve ses propres versions alternatives. Le chemin à parcourir remonte le fil des heures précédant l'alerte, des étapes médicales qui ont suivi et des personnes qui détenaient les clés de la pièce au 100 North Carolwood Drive. Le chapitre suivant commence avec ses voix et ses documents, les premières interviews, les plus anciens reçus, les murmures qui persistent dans les marges du dossier. Le 28 août 2009, le médecin légiste avait rendu un verdict façonné par une improbable conjonction d'événements. Les conclusions officielles ne déclaraient ni une overdose accidentelle, ni des causes naturelles. Elles déclaraient un homicide, la cause spécifique étant identifiée comme une intoxication aiguë au propofol. Ce seul mot, homicide, fut la première fissure officielle dans un récit qui avait jadis semblé sereinement tragique, privé et clos. Il confirma que la mort n'était pas un simple malheur, mais un acte dans une chaîne d'événements susceptibles de faire apparaître la négligence, l'intention et une éventuelle dissimulation à la surface de l'examen public. La conséquence juridique fut le procès du docteur Conrad Murray, inculpé et reconnu coupable d'homicide involontaire en 2011. 4 années avaient été allouées par le tribunal, mais le déroulement de ces années ne correspondait pas toujours au sentiment de justice ressenti par beaucoup de ceux qui ont suivi l'affaire à l'échelle mondiale. Une réduction de peine pour bonne conduite écourta la sentence, et l'image publique de l'issue apparut souvent plus comme une sortie partielle qu'une conclusion retentissante. L'affaire, en ce sens, est restée une porte, pas un mur. Au cœur de cette porte, un paradoxe commença à faire surface, le paradoxe du propofol. Au centre du procès se trouvait une énigme de mathématiques et de pharmacologie. Les actions d'un médecin, telles que décrites, pouvaient-elles produire un profil sanguin et tissulaire correspondant à une exposition plus importante, plus dangereuse ?
Le docteur Murray avait affirmé avoir administré un petit bolus, 25 mg de propofol, lors d'un moment de crise. Cela fut présenté comme une dose modeste, du genre de celles qui peuvent accompagner une sédation de routine ou les étapes précipitées d'un sauvetage difficile. Mais la pharmacologie ne pouvait être réconciliée avec les données d'autopsie. Le rapport toxicologique révéla des niveaux de propofol dans le sang et les tissus qui impliquaient une dose bien plus importante qu'un seul petit bolus. Les enquêteurs trouvèrent un environnement saturé de matériel anesthésique. De multiples flacons, certains vides, le sol de la pièce jonché des codes persistants d'une scène médicale difficilement à écarter comme accessoire. Le conflit devint non seulement une question de chiffres, mais un conflit d'histoire. Le récit du médecin d'une intervention brève et contrôlée contre une carte de résidus et de vestiges qui suggérait une séquence d'événements bien plus complexe et potentiellement ruineuse. Dans cette histoire alternative, ce conflit ne se limite pas aux murs d'un tribunal. Il commence à se dérouler dans le labyrinthe qui mène de la salle du coroner à un manoir dont les pièces résonnent à la fois de la vie publique et des pressions privées. Le manoir de North Carolwood Drive, déjà un symbole du triomphe artistique et du regard impitoyable du public, entre dans le récit comme une scène où la mémoire et la rumeur jouent leur propre jeu. Les portes, les escaliers, les espaces de studio, l'armoire à pharmacie, chaque pièce recèle la possibilité d'une version différente de ce qui s'est passé le jour qui a changé la perception mondiale de la célébrité, de la médecine et des limites du contrôle. Dans les sections nouvellement découvertes de cette chronique, les enquêteurs rencontrent un schéma familier aux lecteurs de faits divers et aux observateurs du pouvoir. Les marges du dossier ne sont pas vides. Elles sont riches de la texture de ce que les gens croyaient, de ce qu'ils soupçonnaient et de ce qu'ils espéraient voir rester caché. Une cachette de reçu offre un enregistrement non seulement des achats, mais des intentions. Le genre de détail qui peut faire basculer une histoire de la tragédie vers la conspiration. Les premières interviews, jadis lues dans la douce lumière du tribunal, prennent une gravité différente lorsqu'elles sont juxtaposées à une présence vivante et respirante qui se promène dans un manoir conçu, en partie, comme un sanctuaire contre le regard du monde. Et si, dans cette chronologie, le corps que les enquêteurs croyaient avoir identifié ne s'était pas évanoui du monde, mais s'était plutôt échappé discrètement de la certitude mondiale? L'idée n'est pas qu'un corps puisse simplement disparaître, mais que la perception de la mort peut être manipulée par l'architecture de la mémoire, par le moment des révélations et par la manière dont les histoires voyagent à travers des écosystèmes médiatiques qui aspirent à une conclusion. Les pièces de la maison deviennent une carte de potentielle seconde chance, avec des corridors qui conservent les empreintes sèches d'une vie que l'on croyait éteinte. Une suite parentale ou une porte, autrefois laissée entr'ouverte, révèle une figure à la fois familière et inconnue. Un studio où une voix enregistre de nouvelles mélodies, non pas pour une tournée, mais pour un retour qui a été répété dans le silence entre chaque battement de cœur. La réalité théorique imaginée ici ne prétend pas rejeter les faits médicaux ou les méthodes médico-légaux. Elle place ces faits dans une question plus large. Et si l'élément humain, le désir d'absolution, la peur d'un jugement public, le désir d'un dernier moment de quiétude loin du monde pouvaient infléchir même le récit le plus examiné vers une révision? Dans cette version, les enquêteurs découvrent que l'histoire qu'ils avaient construite, basée sur les autopsies, la toxicologie et les témoignages en cours, repose sur une autre histoire, une qui se déroule parallèlement à la chronologie visible. Une figure vivante se déplace à travers les passages cachés du manoir, semblant consciente de chaque objectif braqué sur elle, de chaque gros titre qui serait écrit si la vérité émergeait au grand jour. Pour éclairer cette voie alternative, le documentaire recueille des voix de l'environnement de l'affaire, les personnes qui se tenaient près de la sirène de la célébrité, les gardiens qui veillaient sur une vie privée sous un examen public incessant, et la famille qui portait un fardeau qu'aucune certitude médicale ne pouvait facilement alléger. La famille Jackson, en tant que source pour cette reconstruction, parle non pas comme un cœur de scandale, mais comme un ensemble de témoins des enjeux humains impliqués lorsqu'une vie sous les projecteurs se heurte au désir ordinaire d'intimité, de repos et de renouveau. Leur récit offre de la texture.
La manière dont les couloirs du manoir sont utilisés pour répéter des performances, la façon dont un espace de vie peut devenir un sanctuaire ou un piège, la manière dont une fortune peut devenir une contrainte, et la façon dont la mémoire peut être à la fois un guide et un val. Dans les pièces où les reçus gisaient comme des feuilles tombées, un nouveau type de preuve émerge. Une preuve non pas d'un décès, mais d'une vie qui s'est poursuivie dans un monde clos où la lumière du jour pénètre rarement la pierre. L'enquête dans cette chronologie demande: comment le récit public changerait-il si la personne vivante derrière le nom était observée non pas à travers le prisme d'un crime, mais à travers le prisme d'une vie gérée, protégée et tenue à l'écart pour des raisons qui dépassent le scandale? Quel genre de documentaire suivrait un homme qui a traversé l'ombre d'une condamnation à mort, non pas pour affronter un verdict, mais pour protéger un secret? Les questions ne sont pas simplement sensationnelles, elles sondent l'équique de la révélation, les responsabilités de ceux qui gardent et diffusent la mémoire, et la ligne fragile entre la vérité et l'interprétation lorsque la réalité elle-même semble fléchir. À mesure que l'examen se déroule, la scène s'étend au-delà du tribunal et du bureau du médecin légiste. La conversation sur le propofol, le paradoxe qui reposait sur la pharmacologie et la probabilité, devient un pivot pour des enquêtes plus larges. Lorsque la mémoire et le dossier ne s'alignent pas, lorsqu'une figure que l'on croyait disparue est découverte présente, comment la société recalibre l'idée de témoignage, de culpabilité et de responsabilité? Le récit n'échappe pas à la possibilité qu'une perception publique de la justice puisse être façonnée par la présence d'une icône vivante, performante et soigneusement protégée. Il suit le fil jusqu'à des interviews menées dans des pièces qui ont vu des mégastars, où le souvenir d'événements d'un médecin se heurte au souvenir d'une famille de moments incroyablement privés et un corps de presse qui ne peut jamais vraiment séparer le spectacle de la vérité. Dans cette séquence réimaginée, le manoir lui-même devient un témoin. L'architecture, ses escaliers, ses passages cachés, ses coffres sécurisés pour les artefacts personnels offrent une métaphore physique de la façon dont la croissance voyage à travers la société. Les pièces gardent l'empreinte d'une vie qui continue d'influencer la musique, la culture et la philosophie de la célébrité bien après qu'un seul souffle ait cessé de mouvoir le monde. Pourtant, la narration reste fidèle à l'impulsion fondamentale d'un documentaire, présenter ce qui peut être observé, confronter chaque affirmation au dossier et reconnaître les limites de ce qui peut être connu. Les téléspectateurs sont invités à peser les textures alternées des preuves, les halls tangibles remplis d'instruments et de journaux, les registres numériques qui retracent les appels et les mouvements, les témoignages qui reflètent à la fois la peur et l'espoir, et les témoignages qui remettent en question la fiabilité de chaque récit antérieur. Dans les marges du dossier officiel, un nouveau fil apparaît, non pas en contradiction avec ce qui a été prouvé, mais en conversation avec lui. La découverte n'efface pas les faits antérieurs, elle les recadre. Le verdict de l'autopsie, le tableau de bord des résultats toxicologiques, les arguments du tribunal. Ceux-ci restent des ancres dans la mer de l'enquête. Mais le scénario alternatif introduit un contre-courant, une présence vivante qui mène une vie dans les limites d'une célèbre résidence dont les jours sont mesurés non pas par l'urgence d'une nouvelle révélation sensationnelle, mais par la cadence patiente d'un monde privé qui refuse de se rendre à l'oubli. Le récit ouvre ainsi un espace d'examen et de réflexion, non pas pour sensationnaliser, mais pour éclairer comment les histoires sont maintenues en vie face à un intérêt public écrasant. Ce qui émerge alors est un documentaire qui tisse à travers le temps, à travers le jour où l'alarme a retenti, à travers les délibérations du tribunal, à travers les pièces silencieuses d'un manoir où musique et mémoire se mêlent. Il demande au public de considérer non seulement les faits tels qu'ils étaient, mais la possibilité qu'une vie puisse perdurer sous une forme que le monde était prêt à écarter. Il demande si la justice est un point fixe ou un processus vivant, dépendant autant de la perception que des preuves. Et il demande ce que cela signifierait pour une culture bâtie sur des récits de conquête et de tragédie, de concilier l'idée qu'un personnage aussi monumental que Michael Jackson puisse persévérer en dépit d'une déclaration de décès publique et définitive. L'exploration n'est pas une réprimande du passé, ni une prescription pour un nouveau verdict. C'est une invitation à suivre la piste de la mémoire dans les pièces où l'histoire reste inachevée, où les reçus ne sont pas seulement des dossiers financiers, mais des fragments d'intention,
où les interviews ne sont pas seulement des témoignages sur un crime, mais des conversations sur l'identité, la célébrité et le droit d'être vu à nouveau. C'est un voyage à travers un manoir qui a été témoin du crescendo d'une vie et qui garde maintenant une seconde vérité, plus calme, plus protéenne. Dans un tel espace, la ligne entre fait et fiction s'estompe de manière à défier l'observateur de discerner à quoi sert un récit. Expliquer, guérir, provoquer ou perdurer. Ainsi, l'enquête se poursuit non pas comme une clôture, mais comme une continuation, la recherche de ce qui reste vivant entre les murs et dans le dossier public. Si un Michael Jackson vivant réside bien dans le manoir, les implications s'étendent au-delà d'une seule personne ou d'un seul événement. Elles touchent à l'éthique de la mémoire, aux responsabilités de la documentation et au besoin humain de croire que la vie peut survivre à son propre compte à rebours. De cette manière, l'histoire reste ouverte, les portes tournent toujours sur leurs gonds, les couloirs offrant de nouveaux échos à chaque futur observateur. La prochaine phase du récit demandera non seulement ce qui s'est passé, mais qui reste prêt à raconter le reste de l'histoire, et comment une vie, autrefois comptée dans les classements et les gros titres, continue de façonner le monde qu'elle a laissé derrière elle. Ce qui se passe lorsqu'une vie quitte la scène des gros titres n'est pas le silence, mais un chœur d'écho qui ne cesse de réorganiser le monde qu'elle a touché. Chaque ondulation devient un fil dans le tissu plus large, s'entremêlant à travers les familles, les quartiers et les réseaux de manières qui ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil. L'influence ne disparaît pas avec le dernier souffle. Elle affine, recadre et alimente les actions des personnes qui suivent. En ce sens, une vie qui était comptée en gros titres continue de compter, par les résultats qu'elle laisse derrière elle et par les habitudes qu'elle inspire aux autres. La mémoire persiste comme une carte vivante. Des histoires sont racontées autour des tables de cuisine, des photos sont tirées de boîtes poussiéreuses, et un nom réapparaît dans le projet scolaire d'un enfant ou un documentaire local. Ces souvenirs ancrent le sentiment d'identité d'une communauté, transformant l'histoire personnelle en signification partagée. Monuments, plaques et anniversaires traduisent les moments privés en mémoire publique, guidant les générations futures alors qu'elles naviguent l'identité et l'appartenance. Même lorsque les faits s'estompent, la résonance émotionnelle demeure, une boussole silencieuse qui aide les gens à décider qui ils veulent être. Les données et les archives étendent la portée d'une vie bien au-delà de ce que toute nécrologie pourrait contenir. Chaque email, chaque décision enregistrée dans un système, chaque publication publique crée une trace que les chercheurs et les décideurs politiques peuvent étudier. Les algorithmes peuvent référencer des choix passés pour prédire des besoins, influencer des votes ou adapter des services, transformant des actions intimes en modèles exploitables. La tâche de l'archiviste, préservation, accessibilité et contextualisation, devient une forme de gestion, garantissant que les esprits futurs pourront apprendre de ce qui a été fait et pourquoi. Le risque, bien sûr, est la simplification. Les motifs complexes peuvent être réduits à des métriques, et la nuance peut être perdue à moins que quelqu'un ne veille scrupuleusement à l'intégrité du dossier. Les institutions et le mentorat agissent comme les continuités vivantes d'une vie. Les fondations établies sous un nom financent des programmes, des bourses et des laboratoires qui survivent au mandat de leurs fondateurs. La prochaine génération apprend non seulement quoi penser, mais comment penser, grâce à des menteurs qui incarnent un modèle de curiosité et de rigueur. Lorsqu'une vie devient une porte vers l'opportunité, elle change les chances pour d'innombrables autres, modifiant les parcours professionnels, les domaines d'études et le rythme de la découverte. L'ondulation ne réside pas seulement dans les grands projets, mais dans la confiance tranquille que quelqu'un acquiert pour poursuivre une question tenace. Le capital économique et social laisse une empreinte durable sous des formes tangibles et intangibles. Les héritages et les dotations peuvent amorcer de nouvelles entreprises ou soutenir des programmes fragiles en sciences humaines pendant les années de vaches maigres. La philanthropie va au-delà de l'argent. Elle transmet des valeurs, des priorités et un sens de la responsabilité envers autrui. Les entreprises locales peuvent pivoter ou se développer grâce à une aura de réputation ou à une chaîne d'approvisionnement qui reflète l'éthique du fondateur. Même le choix de partager ouvertement les ressources, logiciels open source, fonds communautaires ou modèles coopératifs, redéfinit ce que la richesse peut faire dans une société qui doit constamment se réinventer.